Bonjour à tout le monde. Mais je ne savais pas que vous seriez aussi nombreux. Maintenant, vous m'avez mis la pression. Mais bon, Samuel m'a dit que ça se passe toujours bien. Bonjour à vous. Bienvenue dans le monde des prospectivistes, ceux qui regardent dans du long, très long terme. Alors, je vais partager la parole avec Samuel, que vous connaissez bien. Sans lui, qu'est-ce qu'on serait devenu? Qu'est-ce qu'on deviendra dans le futur, hein, Samuel? C'est toi qui vas nous le dire. Bon, voilà. Alors, allons-y. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui sera d'abord un sujet assez large. Et à partir d'un sujet large, on va focuser sur un certain nombre de points qui ont donné lieu, en réalité, on a fait appel au peuple pour voir ce que vous pensez exactement des éléments autour des risques émergents. Donc, Samuel vous fera un retour là-dessus. Okay. Moi, ce que je vais essayer de faire au début, c'est vraiment planter le décor et essayer de vous donner quelques éléments de réflexion surtout. Je ne ferai pas de maths aujourd'hui, je suis désolé, parce que après des années de maths, j'ai décidé de ne plus en faire, en tout cas pas directement sur mes slides. J'avais Rita plus tôt que toi. Mais... Alors, on commence d'abord par un peu briser la glace entre nous, pour dire que c'est pas toujours facile d'accepter les idées nouvelles. Je me rappelle quand on discutait avec Florence, qui est avec nous, il y a quelques années en arrière, concernant la question de la prospective, puisque nous, les actuaires, on parle souvent de prospective, on dit qu'on fait des études prospectives, mais en réalité, entre nous... il n'y a pas des non-actuaires, non? On est entre nous? Très bien, je vais le dire. On est souvent dans une vision assez unidimensionnelle, voire un peu à 2 ou 3 variables, et puis on s'arrête là. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand on est en multidimensionnel, le fait de calibrer des modèles devient extrêmement compliqué et complexe, et avec des incertitudes un peu partout. On a des techniques statistiques assez chialées qui nous aident à faire des choses pas mal, mais bon, on est conscient aussi de ces limites-là. Donc en réalité, on prend une variable et puis on tord la variable dans tous les sens pour voir ce qu'on appelle le stress test, quoi, en fait, tout simplement, pour voir comment est-ce que les résultats finaux vont se comporter. Et puis, voilà, il y a des gens bizarres sur cette terre, il y en a plein, dont je fais partie aujourd'hui, qui vont venir pour dire, écoutez, si on essayait d'utiliser d'autres techniques, d'autres astuces, en fait, pour pouvoir essayer d'encadrer les incertitudes du futur, je parle bien d'encadrer, je ne dis pas qu'on va donner forcément des évaluations au kilo près. Ne pouvons-nous pas regarder d'autres aspects? Et bien sûr, quand on parle de cela, on va regarder parmi les disciplines qui existent, par exemple, ce qu'on appelle la prospective. C'est ce qui occupe mes journées, voire des fois mes nuits, depuis un certain nombre de temps. Alors, vous voyez bien que le bonhomme, il arrive avec les roues. Ils sont vraiment, les deux autres, ils étaient vraiment dans la galère. Et bon, on leur amène de l'innovation. Et voici qu'ils disent non, on préfère notre galère, quoi, en fait, tout simplement. Alors, entre nous, essayons d'éviter de préférer nos galères et essayons d'aller un peu plus loin. Gaston Berger est l'un des pères, en fait, fondateurs de la prospective à la française, parce qu'il y a 2 façons de faire de la prospective. Vous avez la prospective donc anglo-saxon, et puis la prospective plutôt à la française. Pourquoi j'aime la prospective à la française, en fait francophone? C'est la démarche est vraiment collective. On va pas regrouper que des experts qui sont de toute façon tous biaisés. On fait tous partie de ces experts biaisés. Pourquoi? Parce qu'on a été formaté d'une certaine façon, on réfléchit d'une certaine façon qui est légitime, en fait. Mais des fois, on n'arrive pas à tout voir. Et on peut faire des prédictions. C'est pour cela que les experts passent leur temps à faire des prédictions, en fait, tout le temps. Et puis, nos amis les économistes disent, toutes choses égales par ailleurs, comme cela, ça passe très très bien. Et puis Gaston Berger, c'est lui qui a amené avec tout un ensemble de personnes qui ont commencé à développer en fait la discipline, qui est plus un état d'esprit pour moi, et puis une façon de réfléchir, en fait, de raisonner, et qui est un peu, pour les actuaires au début, c'est assez décoiffant. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, demain ne sera pas comme hier, il sera nouveau et dépendra de nous.
Okay, donc, parce que c'est nos choix en fait qui vont quelque part nous permettre de pouvoir aboutir à un demain, en tout cas qu'on essaie de co-construire ensemble. Hein. Il est moins à découvrir qu'à inventer. Okay, c'est pour cela en prospective on parle souvent des futurs possibles. Okay, il n'y a pas qu'un seul futur, en tout cas à dater. Pour la date T plus grand T, petit T plus grand T, c'est des futurs possibles, en gros, qui nous permettent de nous faire une idée de la vision qu'on voudrait avoir de notre futur. Et c'est ce qu'on fait, de toute façon, dans les entreprises. Qu'est-ce qu'on dit? On a une vision, on a des missions. Okay. Et ensuite, mission, on va voir si ces missions, comment on va les développer au sein de nos valeurs, puisqu'on porte des valeurs, hein, chacun d'entre nous. À partir des valeurs, on va se dire quelle est la stratégie, et puis on fait la planification. Et toutes ces choses, vous qui êtes chef d'entreprise ou pas, vous avez l'habitude de le faire, hein, tout simplement. Si je continue, alors vous voyez bien que la question de plus en plus du futur, quand on est dans un monde qui bouge dans tous les sens, en fait. Marc vient de nous présenter un peu ce qu'on peut faire avec un certain nombre de modèles en termes de changement climatique et les impacts que ça pourrait avoir sur nos business. On se rend compte, il disait, j'ai vraiment apprécié ce qu'il disait, je ne sais pas s'il est dans la salle, Marc, ou il est parti, mais il disait qu'il faut être assez humble par rapport au modèle. Il faut être assez humble. C'est quelque chose qu'on apprend très vite. Hein. Aujourd'hui, on l'apprend encore plus vite qu'il y a 25 ans, quand on était encore... je me tairai là-dessus. Quand on était... Non, je n'étais pas... Voilà, je parlais pour toi. Alors, pourquoi c'est difficile? Parce que le monde, aujourd'hui, c'est d'autant plus difficile que le monde n'est plus stable. Enfin, on n'est plus dans une période de stabilité ou de quasi-stabilité. En fait, okay. On parlera aujourd'hui dans le monde de volatilité, d'incertitude, de complexité, d'ambiguïté. C'est des mots que vous avez entendu parler de ça depuis quelques années. Et on le vit aussi. Hein. Il ne suffit pas de le dire, mais c'est quelque chose qu'on vit. En fait. Je change très, très vite. Il y a un an, on parlait de Toba. Et on était inquiets tous sur les notions de Toba. Et puis, pataboum, les taux commencent à monter. Et ça commence à monter, à monter. Et puis on se dit, est-ce que ça va baisser? Est-ce que ça va se stabiliser? Qui pourra me dire parmi nous si ça va se stabiliser un jour? On ne sait pas. Mais on sait simplement qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui font que on peut continuer de prendre de l'inflation malgré les efforts. L'inflation va continuer. Et où est-ce qu'on va en sait? Absolument rien. Pas en tout cas. Donc on a des incertitudes sur nos paramètres qu'on est censé piloter. Et donc la question c'est comment je les encadre, ces incertitudes? Comment je vais aller voir mes administrateurs, je vais voir mes dirigeants pour quand même leur donner des billes en fait. Ouais. Donc, c'est de vraies questions qui sont des questions des actuaires. Hein. Et je m'en vais donc à illustrer mes propos avec une petite... voilà, quelque chose qui s'est passé, c'est les modèles de projection démographique de l'INSEE. Ouais. Ces modèles, en fait, l'INSEE, c'est des méthodes, ils sont basés sur des méthodes qu'on appelle des méthodes de composantes, hein, 3 composantes pour pouvoir projeter la dynamique de population. En gros, on suit la déformation de la pyramide des âges qu'on fait dans un pays, en tout cas notamment ici la France. On va regarder quoi? La natalité, qui est liée à la fécondité, la mortalité et le solde migratoire. Okay, c'est ces 3 composantes et qui vont permettre, en les combinant d'une certaine façon, de pouvoir projeter, de pouvoir déformer, voir comment la structure de la population va se déformer dans le temps. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, sur des choses extrêmement simples, on se rend compte combien c'est. Et pour faire des projections sur du temps long, c'est extrêmement compliqué. Okay. Donc, en 2016, l'INSEE avait déjà élaboré donc, des scénarios et on se rend compte qu'en 2021, ils ont revu leur copie l'année dernière. Ils étaient vraiment très très loin, quoi. Très très loin. Et je vais vous montrer par la suite pourquoi ils étaient si loin que ça. Okay. Vous voyez les petits schémas que j'ai fait ici. Le vert représente un peu l'évolution de la natalité. Et vous voyez bien que la natalité baisse. Bon, ça vous le savez. Pourquoi? Parce que la fécondité, le taux de fécondité a beaucoup baissé et continue de baisser. Et il y a tout un tas de choses qui font que cette fécondité baisse. Et dans les pays développés, en France ou en Occident, ça ne va pas s'améliorer parce qu'on fait de moins en moins d'enfants. Donc, de toute façon, on va aller... Et comme c'est des populations, nos populations sont vieillissantes, mais bien sûr, le nombre de décès augmente aussi, en fait. Il y a donc cette structure, en tout cas, il y a la partie structurelle qui est liée au fait qu'on vieillit. On sait tous dans nos tables que la première cause de mortalité, c'est quand même l'âge, en fait, tout simplement. Donc,
Et une fois qu'on fait ça, il y a donc des hypothèses qu'on va faire sur le solde migratoire, en fait. Et donc ça aussi, vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de ce genre de choses. Et c'est ça qui permet, à un moment donné, de pouvoir faire des projections démographiques. Okay. Donc, je n'ai pas fait de formule, mais j'essaie de vous expliquer à peu près comment il résonne. Le modèle s'appelle OMFAL. En fait, vous pouvez le trouver sur le site de l'INSEE. Si on continue un tout petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la projection qu'ils avaient proposée, donc en 2017-2017, vous voyez bien que le scénario central était plutôt une tendance, en tout cas de la population totale observée d'ici à 2070, à la hausse. On n'avait même pas idée qu'il y aurait une baisse de la population, de la démographie à un moment donné. Après révision, vous voyez bien, donc entre le bleu et le rouge, qu'il y a une baisse, et on voit que dans le scénario central, aujourd'hui, on accepte que la population totale va baisser. Oui. Donc, pour nos portefeuilles, ce n'est pas la même chose du tout, en fait. Hein. Ceux qui ont des portefeuilles de rentiers, par exemple, ce n'est pas les mêmes impacts, ou voilà, etc. Et vous verrez aussi, bon, là, je vous ai sorti quelques graphiques pour vous montrer un tout petit peu la situation telle qu'elle était. Donc, souvent, pour faire nos modèles, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'historique des données et puis on calibre nos modèles. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'historique n'est pas forcément prédicteur du futur ou des futurs possibles qu'on peut avoir devant nous, tout simplement. Parce que le futur porte en lui-même un certain nombre de subtilités qu'on n'arrive pas à capter. De toute façon, le futur n'a pas de données, donc on ne peut pas faire de stats complètement. Okay. Si on continue, donc je vais assez vite pour vous donner quelques éléments de contexte et pour vous expliquer pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à la prospective. Et vous voyez bien que la projection proposée, donc initialement, c'est ce qui est en gris. Vous voyez, en se positionnant en 2000, en se positionnant plutôt en gris, c'est la nouvelle projection qui a été proposée, okay, en tenant compte de la mise à jour des différentes hypothèses, donc des composantes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en 2000, et donc l'évolution aujourd'hui de la population, donc de la pyramide des âges, en 2070, en rouge, vous verrez que c'est un peu une structure où la pyramide des âges commence à être complètement inversée. Okay. Il y a le phénomène de la rectangularisation qu'on a vu il y a quelques années en arrière, mais là, on est carrément dans une dynamique où il y a vraiment, vous voyez bien qu'il y a il n'y a pas beaucoup d'enfants, quoi, tout simplement. Okay. Donc, ça va se remplir et puis ça va remonter au fur et à mesure. Donc, on va être dans une population plutôt de personnes âgées, en fait, tout simplement, avec un certain nombre d'informations que je vous ai données ici, dont je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Okay. Si on continue, alors allons un peu plus loin, recours au modèle, toujours, va se poser la question entre est-ce que je favorise politique publique, en fait, hein, des crèches, est-ce que je crée des crèches ou je crée des EHPAD, tout simplement. En fait. Donc, comment on va faire? Okay. Et ça, pour les jeunes parents qui sont parmi nous, vous vous rendez compte, à Paris, pour avoir une crèche, il faut se prévoir d'avoir un enfant 2 ans à l'avance et puis essayer de commencer à faire les démarches. Donc, c'est très, très compliqué et ça va être de plus en plus compliqué. C'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais bon, et ça ne va pas nous inciter à avoir plus d'enfants, je suppose, quelque part. Et donc, effectivement, on peut, c'est un scénario possible, hein, moi je fais des scénarios, alimenter un truc qui va complètement aller dans le mauvais sens. Okay. Donc, ça, c'est des problématiques à la fois socio-culturelles qu'on va aller travailler quand on fait de la prospective et et ces éléments vont nous permettre de pouvoir l'intégrer de façon réfléchie dans la manière dont on encadre les incertitudes. Il y a les arbitrages politiques dont j'ai parlé et puis les conséquences des risques émergents tout simplement qui seront de nature à complètement biaiser nos estimations si on ne les intègre pas dans nos raisonnements. En fait. L'ORSA est un pas qui permet de pouvoir intégrer un certain nombre de réalités, mais encore faudrait-il aller plus loin, puisque l'ORSA s'arrêtera à 5 ans à peu près, mais nous on est sur une vision plutôt de 15, 20, 30 années, tout simplement. Que dire des jugements des experts? Les experts, moi j'aime beaucoup les experts, on est tous des experts autour de la table, mais bon, on voit très bien qu'on se plante aussi. Pourquoi? Parce qu'on a plein de biais, en fait. Hein. Je l'ai dit en introduction. Puis, des fois, on ne sait pas trop détecter ou lire dans les signaux faibles. Hein. Les signaux faibles, c'est des choses
qui se passent de façon très subtile des fois, qu'on ne fait pas attention, mais qui peuvent en soi, ces phénomènes qui ont commencé à émerger un tout petit peu, avoir des germes de transformation, de grandes transformations, en fait, tout simplement. Or, nous, quand on se projette sur du temps long et qu'on n'intègre pas ces réalités, ce qui va se passer, tout simplement, c'est qu'on va être complètement out of the market, quoi, à un moment donné. Alors, je vous ai donné l'exemple ici de Thomas Watson qui pensait que on n'aura pas plus de 5 machines d'ordinateurs dans le monde. Bon, il le disait dans les années... Quand est-ce qu'il a parlé, le monsieur? Dans les années 50 par là, et qui disait ça. Bon, aujourd'hui, effectivement, quand on ressort les archives, tout le monde est mort de rire, en fait. Hein. Qui n'a pas de son PC portable, en fait dans quel monde il vivait, ce monsieur? Et pourtant, c'était un des experts. Puis, je vous ai aussi donné l'exemple de Steve Ballmer. Bon, j'épaissis les traits pour lui qui disait que iPhone, laissez tomber, il va faire pchit très rapidement. Mais aujourd'hui, tout le monde a iPhone, sauf moi. Donc, voilà, pour lui donner raison, quoi, en fait. Vous voyez que le marché iPhone, c'est juste quelque chose d'extrêmement intéressant. Bon, ceci nous amène tout simplement à dire que c'est très bien les modèles, et je ne dis pas de jeter nos modèles, en fait, hein, c'est pas là mes propos, mais il faut les enrichir par un raisonnement, par scénario, par hypothèse. Il faut challenger un certain nombre de choses, surtout si on a des raisonnements sur du temps long. Et puis, les experts, c'est très bien d'avoir les experts, parce que c'est ça aussi qui permet d'encadrer un certain nombre de choses, mais faire attention à nos biais, et notamment nos biais cognitifs et de formation. Okay. La prospective, alors, je vous présente, je ne sais pas si vous connaissez Michel Godet. Il a été prof au CNAM assez longtemps, et c'est un mathématicien en fait de formation. Et il donne une définition, en tout cas, la vision qu'on doit avoir par rapport à la prospective, c'est voir autrement, voir ensemble, ce dont je vous parlais. Travailler collectivement, c'est quelque chose d'extrêmement bien, en fait. Et on est dans un monde de plus en plus où travailler tout seul dans son coin, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que quand le monde est en crise, de toute façon, on a besoin de se tenir ensemble. Par rapport, par exemple, au changement climatique, aucun État tout seul ne peut arriver à régler le problème du monde. Donc, on est obligé de travailler ensemble. Et ça, on le fait déjà assez bien en tant qu'actuaire. On s'appelle quand on a des difficultés sur un modèle donné ou on veut discuter. On trouve toujours au sein de l'Institut des ressources, mais c'est bien. Et la prospective encourage énormément ça. Pourquoi? Parce que quand on réfléchit ensemble, déjà, on essaie de limiter nos biais. Mais réfléchir juste entre actuaires, ça ne suffit plus. On a besoin aussi d'aller voir d'autres disciplines, d'autres experts et essayer de comprendre, en tout cas, comment ils raisonnent et les réalités qu'ils essaient de faire émerger. Mais simplement, il ne faut jamais oublier que des règles simples sont nécessaires, en fait, quand on veut aborder la complexité ou l'ambiguïté. Des fois, il faut aller aux choses les plus simples, mais assez robustes, avec rigueur, en fait, pour pouvoir être en capacité de sortir des analyses et d'anticiper les évolutions futures. Deuxième point, donc, c'est préparer aussi à faire face aux changements, aux grands changements, en acceptant de changer de paradigme. Et souvent, c'est dans la tête, sur un certain nombre de choses. Ce que je vous montrais tout à l'heure en introduction, où les deux gars travaillaient, et puis un autre qui est arrivé avec son idée. Vous savez, si on prenait des roues rondes, ça va peut-être nous aider. On lui a dit, écoutez, vous êtes bien changé, mais on continue avec nos problèmes. C'est souvent ça qui pose problème aussi. À un moment donné, est-ce qu'on va accepter de changer de paradigme, en fait, d'état d'esprit? Okay. J'aime bien citer Albert Einstein qui a dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Il disait qu'on ne peut pas résoudre des problèmes avec des modes de pensée qui les ont générés, tout simplement, engendrés, disait-il. Okay. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut changer de vision, en fait, changer de lunettes. Pensée analytique, pensée complexité, ça veut dire que sorti de la notion de unidimensionnel ou bidimensionnel, regarder différents en fait, domaines et puis essayer de tirer ensemble de tous ces domaines, de les combiner, faire des combinatoires nécessaires, structurer, mener des actions stratégiques appropriées, nous aide à un moment donné à au moins proposer des scénarios qui peuvent être discutables, mais qui peuvent nous aider à encadrer nos prises de décision. Alors là,
comprendre la réalité qui se joue par une veille prospective active. Bon, là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est à titre d'illustration. Qu'est-ce qu'on va regarder? On regarde les tendances lourdes, okay? On regarde les tendances émergentes, okay? Et on regarde aussi les signaux faibles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, c'est une vraie veille qu'on fait derrière. Et puis, ne pas oublier, on est sur des métiers en général, de métiers de risque, hein, donc des risques majeurs, les grands risques, je vous en ai cité un, la catastrophe climatique, cyberattaques, d'autres, les tensions géopolitiques. Il faut les regarder parce que ça nous touche au quotidien et ça touche les personnes que nous protégeons quelque part, d'une façon ou d'une autre. Et puis aussi les grandes transitions, okay, les transitions économiques, écologiques, et numériques, sur les ressources, et la transition démographique, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure. Okay. Donc c'est des éléments qu'on regarde, on fait de la veille dessus, ce qui fait qu'on a plein de fiches de tous les sens, dans tous les sens. Et la discipline en fait de la prospective, c'est comment on combine toutes ces choses ensemble pour arriver à tirer des éléments d'enseignement pour nous et pour la société. Bon, là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est juste pour illustrer ce qui se passe en termes d'augmentation de phénomènes climatiques extrêmes. On reviendra là-dessus puisqu'on vous a questionné sur ces choses. Cet été a été vraiment très, très chaud et ça a énormément brûlé. Hein. C'est x3, en fait, qu'on a eu en termes de cumul, de surface cumulée de terres brûlées en Europe. C'est énorme, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui nourrit à nouveau le réchauffement climatique à cause du CO2 qui se dégage quand les forêts brûlent, tout simplement. Si on continue, je vous ai donné aussi un autre exemple qui nous tient énormément à cœur, puisqu'il y a pas mal de trucs qui se font sur le cyber risk. Vous voyez bien que le nombre d'attaques augmente, en fait. Un de nos scénarios, c'était, avant que ça ne se passe, cet été, il y a un hôpital qui s'est fait attaquer, en fait. Nous, on avait fini de postuler au mois de mars, mais la réalité dépasse souvent la fiction, en fait, dans ce genre de choses. Ouais, je vous ai donné quelques exemples. Les slides seront mis à disposition, donc vous aurez le temps de les lire tranquillement. Et ça coûte cher. Alors là, je vais passer la parole à Samuel qui va nous parler de notre disposition au niveau du groupe de travail. Merci Anani pour cette courte introduction. On a fait au sein de l'Institut des actuaires, on a mené 2 enquêtes en fait, en avril 2021, en avril 2022. La première a été menée et on a pris en fait un stagiaire d'actuariat pour nous aider l'été à travailler. Et la deuxième a été faite en collaboration avec la chaire Dialogue. Alors, sur nos 2 enquêtes, on a eu 81 participants et 124 participants. Ce qui peut paraître assez faible, c'est 2 ou 3% de nos effectifs. Mais ce qui est intéressant à voir déjà, c'est qu'au niveau de la répartition, j'ai pas triché sur les chiffres, hein, bon, c'est vrai que c'est moi qui les ai faits, mais les chiffres sont corrects. La répartition selon le secteur d'activité des répondants était en phase à peu près avec celle de l'Institut. Et au niveau de l'ancienneté, même si ce n'est pas exactement les ratios, on est à peu près en phase également avec la population d'Institut. Ce qui veut dire qu'on a quand même un échantillon qu'on pourrait dire représentatif de nos membres, et donc les enseignements de nos 2 enquêtes peuvent servir de base à une réflexion plus approfondie. Alors, on a mené une enquête Pestel, donc je ne sais pas si tout le monde est au fait de ce que c'est. Moi, j'avoue que je n'étais pas tellement avant de travailler avec Anani. Donc, Pestel, c'est politique, économie, sociale, technologie, environnement et législatif. Et donc, il y a un travail qui est fait sur chacune des réponses qui étaient données par les répondants, d'identifier en fait chaque terme et le loger sur une de ces dimensions. Je vais prendre 2-3 exemples. Quand on parle de taux d'intérêt très bas, on le mettait en économie. Complexifier les réglementations, on le passe en législatif. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Et donc c'est pour ça qu'on avait besoin de quelqu'un avec nous, parce que c'est un travail excessivement méticuleux, d'études des commentaires, et il faut rien laisser de côté pour pas passer à côté justement, comme disait Annie, de signaux faibles. Ensuite, on compte toutes ces occurrences et on en sort ce type de graphique où vous voyez par type, par dimension, le nombre d'occurrences et la proportion. Donc, ce qui est intéressant à constater, c'est les évolutions entre le passé et ce qu'on anticipe en prospective.
Et on a des évolutions excessivement positives sur les problématiques sociétales et environnementales qui ont plus que doublé. Ce qui met en exergue la prise de conscience en fait de notre population. Et d'ailleurs, on pourrait se rapprocher du sondage qui avait été fait par notre, je prêche pour mes crèmeries en fait, hein. Donc par notre groupe de travail communication extra-financière qui avait fait une étude et où on avait une bonne partie de nos membres qui pensaient dans les prochaines années passer énormément de temps sur les questions environnementales et sociétales. On a une forte baisse en fait des préoccupations législatives, moins 41%. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que après l'inflation réglementaire de ces dernières années, ça va rester compliqué, mais on espère. Je pense que c'est peut-être un vœu pieux en fait de nos membres. On espère que ça sera moins compliqué. Et il y a les préoccupations d'ordre politique, économique qui restent présentes toujours, et on a les préoccupations technologiques qui baissent, mais qui sont tout de même surreprésenté, et donc on a accepté que on devait s'adapter rapidement à toutes les innovations technologiques qui arrivaient. Donc ça, c'était la première étude qu'on a menée. Tu veux ajouter quelque chose, Anani? Non. Merci. Ensuite, la deuxième étude, en fait. Donc on a, là, on l'a faite avec la chaire Dialogue. Dont Anani pourra parler un peu plus tard. On a identifié des facteurs de risque à horizon 5-15 ans. On a identifié des risques concrets émergents pour les personnes, ce même horizon. Et ensuite, on a proposé des scénarios. Donc là, il y a tous les scénarios, vous pourrez voir ça sur la salle. Je ne sais pas si c'est lisible pour vous. Et ensuite, donc, voilà les résultats. C'est pareil, là, la slide est un peu compliquée à lire, donc je vais passer très rapidement les résultats, mais tout sera disponible sur le site de l'Institut la semaine prochaine, on va dire. Alors, les participants trouvent très vraisemblable la plupart des hypothèses proposées, et les trois situations qui sont jugées les plus vraisemblables, c'est l'augmentation des phénomènes climatiques, donc on revient à l'étude précédente, l'augmentation des données personnelles, violation des données personnelles, pardon, et l'augmentation des pathologies mentales. Il y a des scores, pour les scores les moins importants, il y a un certain consensus en fait avec nos membres, sauf pour un risque, on pourra en discuter ensuite, sur la précarisation croissante des travailleurs et dégradation de la santé au travail. Et là, pour celle-là, vous voyez, c'est la... Où est-ce qu'il y a le truc? Voilà, c'est celle-ci, on voit un vrai écart. Bon, d'accord, désolé, j'aurais pas dû. Voilà. Ensuite, pour l'étude, pour le degré de préparation du secteur, qui est une question qui a été posée, nos membres pensent que le secteur est mal préparé, et il y avait 4 tendances pour lesquelles on était mal préparé. Le risque financier lié à l'usage des cryptoactifs, je vous rappelle, hein, l'étude c'était en avril. L'augmentation des pathologies mentales, la hausse du décrochage d'une partie de la jeunesse et la précarisation des travailleurs. Donc voilà, on pourra discuter ensuite de ces résultats. Et là, on a une interprétation globale. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le panel IA qui a une moyenne de 2,4 avec une volatilité assez forte. Et on l'a comparé, grâce aux travaux de la chaire Dialogue, à un panel assureur, le réseau 120. Et on voit que les résultats sont relativement différents. D'où l'intérêt de ce que disait Anani, c'est quand on raisonne entre pairs, les biais, en fait, on ne s'en sort pas. Donc, je pense que c'est tout ça pour dire qu'il faut qu'on s'ouvre sur le monde. Anani? Oui, ouvrons-nous sur le monde. Non, mais c'est d'autant plus intéressant que vous voyez bien que le niveau de volatilité par rapport à la moyenne du panel IA est beaucoup plus élevé. On est à 16%, qui est quand même assez élevé. C'est normal, puisque quand on a dressé ce que Samuel a montré initialement, on est multisectoriel déjà. Il y a des courtiers, il y a des assureurs, il y a des banquiers, il y a des financiers, il y a des profs. Voilà. Ce qui fait que la volatilité, chacun va voir par rapport à sa spécialisation quelque part. C'est ce qui fait la volatilité assez élevée. Là, le réseau 120, c'est plutôt le même assureur. Donc, c'est des gens qui
sont conscients d'un certain nombre de choses. Donc, effectivement, la volatilité est inférieure à 5%. Donc, ils voient quelque part de la même façon. Okay, ouais. C'est le type de biais dont je vous parlais tout à l'heure, qui est très bien illustré là-dessus. Ce qui est intéressant quand même, c'est que pour le réseau 120, ce qui est, en gros, là où la vraisemblance est élevée et le niveau de préparation est assez faible, c'est d'abord au niveau de la précarisation. Mais quand on parle de la précarisation, c'est de la jeunesse, mais c'est des populations de façon plus générale. Ensuite, on a l'augmentation de la violation des violations des données personnelles, c'est tout ce qui est cyber attack, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, c'est une réalité, puisqu'on le vit. Et puis, la hausse du décrochage social-économique d'une partie de la jeunesse. Okay. Maintenant, quand on regarde les actuaires, c'est d'abord le phénomène climatique qui ressort en tête de ligne. Et ensuite, on aura la violation des données qui rejoint ce que le panel de l'assureur a dit. Puis la dégradation de la santé mentale, c'est quelque chose qu'on suit de très très près parce que à la sortie de la Covid, il y a une hausse importante en fait de cette dégradation de la santé mentale en fait. Et en plus, en France, on souffre d'une autre difficulté, c'est que on n'a pas formé suffisamment de psychologues ni de psychiatres pour pouvoir accompagner ce mal-être-là. Donc, ça pose des tensions réelles. Donc, bon, vous allez me dire pourquoi on parle de ces genres de choses, mais parce qu'à un moment donné, quand on est un assureur et qu'on fait de la santé, c'est des choses qu'on va voir. En tant qu'employeur, le taux d'arrêt maladie va se traduire en fait dans cette réalité. Donc, on pilote certes en proposition de couverture pour la population, mais aussi on est des employeurs quelque part qui sont garants quelque part de la bonne marche de l'entreprise. Et donc, ceux qui font l'entreprise, c'est des hommes et des femmes que nous sommes. Okay. En synthèse, alors quelques mots-clés. On a formulé 5 scénarios, hein, et 3 scénarios sont sortis comme étant des scénarios jugés et donc très préoccupants pour le secteur, hein, tous les acteurs. Là, on a mélangé tout le monde, en fait. Dans le premier, c'est que une catastrophe de très grande ampleur et qui pourrait frapper le territoire français d'ici à 2035, on est sur du 10-15 ans, est jugé vraisemblable. Et puis, en plus, qu'on est très très mal préparé pour ça, si jamais on se prend un truc. C'est comme la Covid, quoi, en fait, tout simplement. Deuxième chose, c'est les cyberattaques massives. Là, par contre, on l'a fait, le scénario, et très vite, on l'a constaté aussi, tout simplement. Et encore, ce n'était pas massif. Mais imaginez-vous qu'on commence à attaquer plein d'institutions. En France, ça risque d'être vraiment très compliqué pour nous tous. Vous imaginez qu'on ne peut plus vivre sans nos portables, quelque part, en fait. Donc, c'est de vraies problématiques. Et, troisième scénario, c'est plutôt le conflit armé durable. Et bon, voilà. Vous avez compris ce qui se passe. Donc, ça peut durer très longtemps, ce genre de choses, et on peut avoir des effets de contagion, en fait. Donc, ça, c'est des questions qui se posent. Et puis, deux autres scénarios, scénario 4 et scénario 5, qui sont jugés moins vraisemblables. Okay. Et donc, l'augmentation de la dette publique de l'État français se recentrera sur ces compétences régaliennes, et puis on arrête de rembourser le moins possible, et puis on remet quelque part vers des acteurs privés tout ce qui est mutualisation des risques, tout simplement. C'est le désengagement de l'État. Donc, et puis le dernier, c'est plutôt la France quitter la zone euro, qui a aussi une situation qu'on a envisagée, et voilà, ça donnerait quoi. L'idée de ce scénario, c'est de pouvoir dire comment, si on tire le fil, quel pourrait être l'impact sur le secteur, quel pourrait être l'impact sur le business, quel pourrait être l'impact sur telle autre chose. Okay. Et ça permet de préparer et de nourrir aussi les scénarios hors ça qui sont derrière. Je voudrais finir donc pratiquement ces 2 derniers slides. Quels sont les constats et les recommandations du secteur? Ça, puisque vous avez travaillé, vous avez droit à bénéficier de... Enfin, on dit tout travail mérite salaire, c'est ce que j'essaie de dire en français courant. Comprendre les effets cocktails. Les effets cocktails, c'est la succession et l'accumulation des crises, en fait, tout simplement. Okay. Et vous voyez bien ce qui s'est passé aussi, je l'illustre. On a une crise pandémique, qui ensuite une crise économique, et puis une crise sur les supply chain, et puis une crise d'inflation, et puis une crise. Donc les choses, c'est l'effet cocktail qui fait qu'à un moment donné, on est très on est tendu tout le temps. Et ça peut poser des problèmes au niveau de la tête, hein, en fait, tout simplement, pour les gens. Et puis ça peut casser l'économie de façon assez sévère. Développer une approche systémique des risques et repenser la mutualisation
de façon innovante et inclusive. Ça fait partie du fait que la manière dont nous mutualisons aujourd'hui ne peut plus tenir quand on est dans une situation de risque systémique. Ça, on le sait. Bon, une fois que c'est dit, comment on fait? Donc, c'est un enjeu pour nous. Et donc, comment on fait pour garder cette notion de mutualisation, quelque part, qui est quand même importante pour une société? Repousser les limites de l'assurabilité par la personnalisation des offres, plutôt au niveau serviciel. Donc, ils ont bien dit pas personnalisation au niveau assurantiel, puisque si on veut garder la mutualisation, c'est vraiment important de garder cette idée. Mais les services doivent être adaptés aux besoins des individus, tout simplement. Okay. C'est ce qu'il faut en retirer. Et puis faire donc un parcours plus intuitif, plus flexible, un parcours de vie de chacun. Bon, ça, c'est un vœu pieux aussi, parce que c'est toujours compliqué d'aller aussi fin. Et puis concevoir de nouveaux services assurantiels. Et puis le troisième point, c'est se préparer aux polycrises en développant les mécanismes de prévention de manière écosystémique. Alors, ce qu'on appelle l'approche écosystémique, c'est que l'assureur peut se mettre avec, bon, ça se fait déjà pas mal dans les mutuelles et chez certains grands acteurs, avec l'État, avec des associations, avec les collectivités locales, pour pouvoir faire de la prévention tout simplement. Le but, c'est de pouvoir protéger les gens, et en tout cas de les aider à anticiper, à éviter et à moins s'exposer à un certain nombre de risques. Les recommandations des experts, bien sûr, c'est mener des actions en synergie pour accélérer l'action publique, encourager la recherche, c'est normal puisque de la recherche, on tire énormément des idées pour l'innovation, s'impliquer dans la mise en œuvre des campagnes de prévention. En conclusion, ma conclusion sera très courte, n'est-ce pas, Samuel? Bon, ok. Par rapport au passé, je cite Gaston Berger, je trouve assez intéressant. Le présent est une réussite dont l'orgueil nous exalte ou un échec qui semble demander une revanche par rapport à l'avenir. C'est de quoi on parle. Le présent s'offre à nous dans toute sa fraîcheur. Il est un présage, un indice, un moyen, une menace, une promesse. À vous d'en décider. Voilà, je vous remercie. Nous vous remercions. Et on va prendre vos questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour faire passer le micro? Ouais. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Dans un des slides, vous avez fait une distinction donc, entre les grandes transitions, alors je me souviens plus, il y en avait 3. Mais du coup, comment vous classifiez? Parce que j'ai quand même l'impression, les risques majeurs et les tendances lourdes. Mais en fait, comment vous classifiez en fait, dans chacune de ces catégories? Parce que là, en haut, vous parlez de transition écologique, mais en bas, on voit qu'on a économie responsable, on voit qu'on a... Enfin voilà, en gros, je voulais juste savoir, parce que là, pour vous, c'est des signaux faibles, ce que je comprends. Mais ça, c'était ma première question. Et la seconde, c'est finalement... est-ce que en vous écoutant, je me suis posé la question, est-ce que en fait, vu que la prévision sera toujours soumise à des aléas, donc on ne va pas forcément maîtriser, mais plutôt est-ce qu'on peut justement dans le métier d'actuaire, c'est d'assurer plutôt une vraisemblance, une probabilité à différents types de scénarios, enfin plutôt se focaliser plutôt là-dessus. Merci. Tu veux répondre, Samuel ? Je savais qu'il allait me laisser. Alors, merci pour la question. C'est une très belle question. En fait, les grandes transitions, il faut les voir sur du temps très très long. En fait, c'est quelque chose. Par exemple, les transitions démographiques, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se prépare très doucement. Okay. Donc, vous voyez que les éléments qu'on a cités sont des événements qu'on regarde sur du temps très très long. Okay. Les risques majeurs peuvent porter du temps long, mais c'est ce qu'on subit aussi aujourd'hui, en fait, tout simplement. Et c'est les grands risques qui nous touchent et qui sont de nature à perturber notre système de fonctionnement. Okay. Donc voilà. Et puis les tendances lourdes, bien sûr, ont aussi
points, des liens. En fait, c'est pas des choses qu'il faut séparer forcément. Moi, je le fais de façon séparée pour qu'on ait une idée des grands mots, en tout cas les choses qu'il faut aller regarder. Ok. Mais les tendances lourdes, on les retrouve. Les grandes transitions, il y aura des tendances lourdes. Par exemple, le changement démographique, c'est une tendance lourde. On le sait depuis très longtemps. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on reboucle en fait. Et heureusement qu'on reboucle parce qu'on est dans un système. La prospective, c'est vraiment une approche systémique en fait. Je vois le système dans son ensemble et je vois tous les éléments et comment les interdépendances entre les différents éléments pour en tirer des leçons en fait en termes de scénario. Voilà. Deuxième question, c'est... Merci Anani et Samuel. J'ai une question parce que dans les recommandations que vous évoquez à la fin, il y en a 3, mais est-ce qu'il n'y en a pas une en amont pour les actuaires de sensibiliser en interne? Parce qu'avant de mener des actions, il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience de l'entreprise. Et c'est aussi un rôle pour l'Institut des actuaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi chacun de nous a un rôle pour dire attention, ces points d'action, c'est pas juste je reste dans ma hutte et puis on se débrouillera. Alors, là, on a mis ici comme recommandation, c'est le retour de ce que les acteurs nous ont répondu, en fait. Mais oui, bien sûr. Et c'est pour cela, en introduction, j'insistais énormément sur le fait qu'on a besoin de faire beaucoup de pédagogie, mais avec des mots simples. Et en racontant les choses telles qu'elles sont, en fait. À ce faisant, ce qu'on dit souvent en prospective, il faudrait se faire une vision claire de la réalité qui se joue, en fait. Et ça, les gens comprennent. En fait. Et depuis que je fais ce métier, bien sûr, très passionné, la direction générale, je leur raconte les histoires. Comment, pas les histoires à dormir debout, je veux dire, mais c'est de vraies histoires en disant, voilà, en partant de telle chose, par exemple, la vision Pestel dont Samuel a parlé, voici le lien qu'on en tire et potentiellement les impacts sur notre business ou notre organisation. Ouais. Donc il y a de la pédagogie à faire et je pense qu'aujourd'hui beaucoup d'actuaires sont conscients que les chiffres seuls ça suffit pas, il faut l'expliquer. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc voilà, j'ai beaucoup insisté pour qu'Adélie nous fasse cette présentation. Donc même si je dis que j'ai pas beaucoup la parole, l'objectif c'était qu'il vous parle et qu'il vous explique son travail. Je te passerai la parole. Je peux poser vos... Oui, tout à fait, avec plaisir. Justement, c'est très bien que vous ayez mis cette slide parce que c'était sur ce sujet-là, repousser les limites de l'assurabilité. Alors, quand on dit limite de l'assurabilité, il y a des limites à l'assurabilité. Est-ce que vous pouvez développer sur ce sujet qui est une préoccupation pour certains, notamment par le biais du retrait éventuel des réassureurs? Et est-ce que la personnalisation des offres suffit à repousser l'assurabilité? Alors, j'ai mon point de vue là-dessus. Et peut-être pas partagé, mais j'ai mon point de vue là-dessus. Là, encore, je précise, c'est un peu le retour du panel, des panélistes, à peu près 200 actuaires qui ont répondu. Moi, j'ai fait vraiment cette synthèse. Mais la question qui est quand même une question très importante, repousser les limites de l'assurabilité, je pense que notre métier a repoussé les limites de l'assurabilité depuis que l'assurance existe en fait, quelque part. Il y a des risques nouveaux qu'on a pris, qui étaient nouveaux jadis et qui sont devenus moins nouveaux. Et donc, on a eu suffisamment de données, puisque la question, c'est surtout la question de données. Et avec ces données, on a pu faire des probas. Et on a pu faire des probas, donc fréquence fois coût moyen. On est arrivé à faire du chiffrage et à prendre en compte. Et puis après, notre métier s'est organisé et pour, à un moment donné, faire des sessions de risque, de surplus, de tout un tas de choses. Donc, on a trouvé des mécanismes plus ou moins complexes pour pouvoir toujours arriver à intégrer plus de risques. Okay, ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que, oui, l'assurance est faite parce qu'il y a l'effet de la mutualisation. S'il n'y a plus de mutualisation possible, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce n'est plus une question d'assurance, c'est une question peut-être plus régalienne. C'est-à-dire que c'est quelque part la société, via les impôts, qui va prendre en charge collectivement ce type de risque-là. Donc, c'est ces échanges, en fait, entre le public, le privé, okay, ce qui est dans le cadre de la loi des grands nombres et tout ce qu'on utilise pour pouvoir faire nos travaux proprement, et ce
que nous, on n'est plus en capacité de faire, voire même les réassureurs ne sont plus en capacité de faire, qu'il faut discuter, continuer de discuter, proposer des lois et faire évoluer un peu les mentalités, tout simplement. Et puis, la dernière chose qui est importante, c'est vrai, et il faut insister là-dessus, c'est aussi la prévention, en fait. Et la prévention diminue l'exposition, hein, en tout cas, ou l'impact d'un sinistre. Donc, à un moment donné, ce qui n'était pas assurable peut redevenir assurable, bien assurable à un moment donné. Voilà, ça n'engage que moi, hein, et ceux qui pensent comme moi. Mais après, le débat est ouvert. On ne peut pas le faire tout seul. Il faut raisonner en écosystème. Il y a des choses, un assureur tout seul ne peut pas le faire. Moi, quand on me parle de changement climatique, je suis désolé, un assureur tout seul ne peut pas gérer ce genre de choses. Il faut que les assureurs, les réassureurs, tout le monde se mette autour de la table pour pouvoir trouver des solutions. Mais ça n'engage que moi. Vous êtes d'accord avec moi? Merci. Allez-y. Je vous pique votre micro de 2 secondes. Vous l'avez très justement dit, diminuer le risque, contrôler le risque, ben, évidemment, ça permet de poursuivre l'assurabilité. Pour autant, il y a des risques, et je voudrais faire référence à des travaux que nous avons menés dans un autre groupe de travail. Nous avons interrogé des assureurs. Et on leur a dit, on est surpris, et c'est d'ailleurs, ça ne correspond pas exactement à ce que vous avez montré, dans lequel j'ai totale confiance personnellement, la prégnance du risque climatique et des catastrophes naturelles. C'était très clair dans les préoccupations plus qu'émergentes de la profession. Certains nous ont dit oui, d'accord, mais tant qu'il y a la CCR en France, ce n'est pas un sujet. Oui, mais en même temps, si on rapproche ça du retrait de l'État que vous avez évoqué en raison de son endettement, il y a un petit sujet là. Donc les catastrophes naturelles, c'est pas un sujet tant qu'on a la CCR, mais ça le devient, d'autant plus qu'il s'agit de risques que malheureusement sur lesquels on n'a pas beaucoup de contrôle. On en a quand on accepte de pas construire au bord des rivières, d'accord, mais quand il y a une bonne tempête qui vous ravage 50 maisons, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je partage parce que c'est la vraie différence entre voir sur du temps court et du temps très long, en fait, tout simplement. Et cette dichotomie, on l'a souvent. Hein. Le temps court, oui, ben, il y a la CCR, bon, on peut se débrouiller, mais sauf qu'à un moment donné, ce sera les impôts qui vont aussi contribuer. Voilà. Donc, je suis d'accord. Et je vous invite, pour ceux qui n'ont pas pu assister, à regarder le replay de l'atelier cartographie des risques, dont on a les représentants là qui posent la question, qui est très complémentaire en fait de notre atelier. Et on va prendre une dernière question, s'il y en a une. Oui. Allez-y. En fait, vous avez un peu répondu à ma question, mais est-ce que vos travaux ne poussent pas en fait les assureurs à considérer leur profil de risque de manière dynamique et évolutive et en fait choisir des chemins, des scénarios et vérifier que année par année, on évolue vers une tendance de profil de risque complètement différent et ça veut dire des capitaux différents, ça veut dire des études différentes. On a l'impression que l'évolution du profil du risque, il est très à l'instant T. Et en fait, vos travaux aident à projeter un univers où on se dit, voilà, si dans 15 ans, on est plutôt vers ça, qu'est-ce qui se passe pour notre profil de risque? Moi, je dirais que c'est une très belle conclusion pour notre atelier. Pour moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, voilà. Merci d'avoir fait la conclusion.